Tu vois, en informatique, tu as tout, tu sais, les petits Raspberry, tu sais, Très bien, ouais. Ça, c'est un exemple de composabilité extraordinaire. Tu vas en trouver sur des drones de ça. Tu vas en trouver partout, sur des usages. Il y en a qui font leur médiathèque avec ça. Il y en a qui font, et qui vont faire des drones avec ça. Enfin, on fait tout, quoi. On fait de l'art avec ça. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Moondrop, le podcast dédié à l'agilité, Scrum et au DAO. Je suis Thibaut Viotte et vous êtes au bon endroit pour explorer les nouvelles formes de coordination humaine. Salut François, comment vas-tu ? Écoute, salut Thibaut, ça va très très bien et je suis très heureux qu'on partage ensemble cet épisode de Moondrop sur l'industrie de la défense, un sujet que j'aime beaucoup. Eh bien oui, merci François. Un sujet que tu connais, surtout parce que tu as une expérience dans la défense. Oui, on va dire que j'interviens depuis des années auprès de différents industriels en général, et puis industriels de la défense en particulier. Et ce sujet, il part aussi d'un article que tu as publié aujourd'hui sur le sujet. Ouais. Voilà. Qui s'appelle La révolution agile dans l'industrie de la défense. Donc en fait, ça parle d'industrie, mais en particulier l'industrie de la défense et comment en fait, on se transforme en fait, d'un point de vue technologique et d'un point de vue humain. Ouais, Arctic a déjà fait l'objet d'échanges entre toi et des industriels, puisque tu as déjà des retours dessus. Ouais, plutôt sympa. C'est marrant. Quand on parle d'industrie de la défense, de quoi parle-t-on exactement ? C'est quoi les spécificités de l'industrie de la défense, François ? En fait, il y a un truc qui est marrant, c'est que c'est l'industrie avec un grand I, en fait. C'est vraiment l'industrie telle qu'on se l'imagine, quoi, avec des choses qui peuvent être monumentales ou qui peuvent être assez extraordinaires, avec des savoir-faire qui sont très, très pointus. C'est vraiment l'industrie vraiment comme on la rêve, en fait. L'industrie par excellence, quoi. Ouais, vraiment ça. Et c'est aussi l'industrie qui est en train de vivre en ce moment quelque chose qui est assez brutal, qui est confrontée à des changements qui sont aussi rapides que massifs et à tout point de vue. Donc ça va être aussi intéressant d'en parler. Oui, parce que ce qui change aujourd'hui, et on va poser la question, c'est les drones. Et qu'est-ce qui change avec les drones, finalement ? Ouais. Les drones, ils sont partout, sur l'air, en terre, en mer, et puis ils servent à tout. Il y a des drones qui sont kamikazes, il y a des drones qui font du renseignement, qui servent à relayer des images ou à frapper, enfin plein d'utilités. Donc la révolution agile, elle est dans les drones finalement, ou est-ce que cette histoire de drone finalement c'est pas un peu un prétexte ou au moins un faux nez ? Ouais, c'est un faux nez. Et c'est ça qui est très traître, parce que ça a l'air d'être un jouet, on se dit tes petits drones, tu vas jouer dans le garage avec. Non, en fait, ce qui se passe derrière ces drones, c'est un changement profond de paradigme industriel qui est basé sur la rapidité du changement. Et pour atteindre cette rapidité du changement, on va mettre un focus sur l'open source, la décentralisation, la composabilité. Et on va voir ces choses-là. Oui, on va voir comment ces trois principes peuvent être appliqués dans l'industrie de la défense. Exactement. Et à toute l'industrie aussi. Oui, et c'est ça, c'est que on focus défense, et c'est le sujet aujourd'hui, mais finalement, c'est toute l'industrie. Ouais. Et on va voir quelles leçons, finalement, la question, c'est quelles leçons tirer de ces succès industriels aujourd'hui dans la défense et quels écueils sont à éviter pour maximiser l'atteinte des objectifs. Ouais, c'est exactement ça. Et puis on partagera bon nombre de cas concrets, certains qui sont assez révolutionnaires, on ne va pas se cacher, des stratégies qui sont éprouvées et puis des conseils pratiques que vous pouvez aussi importer dans votre organisation. Alors, on va commencer par la première chose qui vient quand on parle de changement et de changement de paradigme, c'est le coût du changement et comment le réduire. Ouais. Alors, tu vois, déjà, dans ce que tu dis, il y a un biais très 2024. C'est déjà, tu es sur le coût du changement. Or que historiquement, ce qui comptait, ce n'était pas le coût du changement, c'était le coût de fabrication. Traditionnellement, on se dit, je veux tel produit, tel véhicule, tel moins cher. Et là, on en revient à l'industrie traditionnelle où, en fait, la mise à l'échelle fait baisser les coûts. Le problème de cette mise à l'échelle-là, en tout cas telle qu'on la faisait jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'elle était hyper adaptée à un monde qui était statique, qui n'avait pas besoin de bouger.
Sauf qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui a besoin de bouger. Et donc, du coup, cette mise à l'échelle, elle est faite d'une telle façon qu'elle ne permet pas le mouvement. Et donc, le coût du changement est absolument monstrueux. Et donc, en fait, on va peut-être commencer à se dire, OK, peut-être que le coût de fabrication, c'est pas si important. Ce qui compte, c'est de réduire le coût du changement. Et puis, il va se passer un truc. C'est qu'en permettant de libérer le coût du changement, en l'amenant vers zéro, eh ben, on va innover et on va aussi réduire le coût de fabrication. C'est contre-intuitif, mais c'est ce qu'on observe. Ouais, c'est intéressant vraiment ce changement de passage du coût de fabrication au coût du changement. Ouais, c'est absolument majeur dans un monde qui est en constante mutation. On ne peut pas rester statique, on ne peut pas rester figé. On a besoin de répondre aux besoins et ces besoins, ils émergent. On va les prévoir. Le rythme du monde s'est accéléré. Hein. Ouais. On est bien d'accord. Le rythme de l'innovation. Est-ce que tu as des exemples où le coût du changement, on a vraiment traité l'impact du coût du changement? On a adressé le sujet. En fait, ce que tu veux, en tant que fabricant, quoi que tu fabriques, que ce soit du logiciel, du matériel, c'est être capable de bénéficier d'une technologie qui est dans une phase exponentielle. On le voit avec la robotique, tout ce qui est électrification généralisée, des moteurs, tout ça, des impressions 3D, de tout ça. Tu veux pouvoir catalyser ça et pas être sur un plan pluriannuel où tu es enfermé. Et tu veux aussi t'adapter à un marché qui connaît ça et qui avance avec ça et qui te demande des évolutions continues. Donc tu veux pouvoir être capable de changer et d'améliorer en continu les choses. Et on a la chance qu'il y ait quelques industriels qui veuillent bien communiquer des chiffres. Et si on prend par exemple Tesla sur son modèle S, il y aurait à minima 27 modifications matérielles et logicielles par jour en production, adaptées sur ta chaîne de montage. Ce que ça veut dire, c'est que la voiture sur laquelle on est en train de fabriquer, on va la modifier et que celle d'après va plus ressembler à celle qu'on vient de faire. Et que peut-être que dans 15 voitures, elles seront encore un peu différentes. Alors d'ailleurs, ça vient lever d'autres types de problématiques avec de l'IA, avec plein de choses. Mais l'idée ici, c'est que si tu compares ça avec un constructeur plus traditionnel, on ne va pas tirer sur les ambulances, des modifications, on va en faire entre 2 et 4 par an et un peu dans la douleur. Et c'est normal parce que le modèle n'est pas adapté. Et ça, c'est aussi une des raisons, entre autres, qui explique la valorisation de Tesla en bourse. C'est que c'est un modèle qui est ultra agile et qui est capable de s'adapter extraordinairement rapidement à des besoins qui émergent. Un petit peu finalement comme aujourd'hui, les Ukrainiens aujourd'hui. Ouais, c'est la même chose en fait. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, eux, ils vont imprimer des drones ou parties de drones ou des composants. Ils vont utiliser la composabilité, je ne voulais pas en parler tout de suite, mais ils vont utiliser ça. Ils vont mettre un petit module d'IA, ils vont mettre de la vision nocturne, ils vont accrocher ça avec du scotch. Mais c'est taré, ils vont imprimer des pièces qui leur manquent. Et ils fabriquent ça, ils co-fabriquent en fait ces drones en fonction des besoins qu'il y a aujourd'hui, cette semaine, et qui aura peut-être différent la semaine prochaine parce que il y aura des nouveaux systèmes de blocage des ondes et donc il faudra changer encore des éléments sur le drone. C'est quelque chose c'est comme une matière vivante et on ne peut pas se permettre de dire voilà, j'aurai mon modèle de drone dans 2 mois. Dans 2 mois, le champ de bataille, ça ne sera pas le même. Oui, alors tu parlais justement de composabilité et moi je voudrais que tu commences par définir ce qu'on appelle la composabilité parce que ça me paraît assez important qu'on comprenne bien le sens du terme et ce qui revêt en agilité. Ouais. Alors, la composabilité, c'est un truc qui est d'une puissance folle et qu'on retrouve dans plein de domaines. C'est la capacité à combiner, permuter ou associer des composants qui sont standards pour former un produit. C'est-à-dire qu'on va préférer utiliser des choses qui existent, qui sont éprouvées, qui sont pas chères, qui sont sous contrôle, qui sont faciles à trouver sur le marché ou faciles à produire, plutôt que de réinventer la roue. On va préférer ça. On va préférer utiliser plusieurs fois une même pièce dans un produit ou utiliser un morceau d'un produit dans un autre, plutôt que de constamment réinventer et recomplexifier. Et ça, c'est un concept qu'on avait beaucoup travaillé sans le nommer en informatique fin des années 90 avec l'émergence. Moi, je sais qu'à l'époque, il y avait plein de bouquins sur les design patterns. Les design patterns utilisaient énormément la composabilité. Dans les blockchains, pour ceux qui regardent un petit peu tout ce qui est crypto, Ethereum, tout ça, on travaille énormément sur la composabilité. Est-ce que je te coupe? Est-ce qu'en composabilité, on ne va pas considérer que les bibliothèques, les fameuses librairies,
sont pas des outils de composabilité au ouais. développement. Mais ouais, et c'est exactement ça, parce que t'as des alors là, j'ose pas aller trop dans la technique parce que chacun a ses expertises parmi nos auditeurs, et pour certains, elles seront à l'aise et d'autres moins. Mais mettons qu'on ait des bibliothèques qui répondent à la même interface, donc en fait au même protocole de communication, mais qui derrière l'expriment différemment. En fait, le fait qu'on puisse passer de la bibliothèque 1 à la bibliothèque 2, en fait, ça ne va pas changer les fonctionnalités du produit, mais ça va nous permettre que si la bibliothèque 1 est malade, ou que s'il y a un virus, ou que s'il y a un problème, on utilise la bibliothèque 2. Si on prend la blockchain Ethereum, c'est pareil en fait. Il y a plusieurs clients Ethereum. Donc là, on a de la composabilité. S'il y en a un qui faillit, les autres sont là. Et ça, on les a à plein d'endroits dans la conception des produits qu'on fait. Mais ça marche aussi dans la mécanique, dans la chimie, même notre corps, qu'on regarde, par exemple, si on ne mange pas assez, par exemple, si on mange trop de protéines ou trop de je ne sais pas quoi, le corps, en fait, il a des astuces et des outils pour transformer les éléments en éléments plus élémentaires dont il a besoin. Si on prend Ikea, quand on fabrique un meuble, la clé Allen, il y en a partout. Et en fait, c'est ultra résilient. Et là aussi, c'est une propriété de la composabilité. On ne veut pas faire du spécifique à chaque fois parce que ça coûte cher et c'est pas adapté à un monde qui change très vite. Ouais. C'est un peu clair ce que j'ai dit, que j'en ai trop dit? C'était parfait. Ok, bon, super. C'était parfait. Tu vois, en informatique, tu as tout, tu sais, les petits Raspberry, tu sais, Oui, très bien, ouais. Ça, c'est un exemple de composabilité extraordinaire. Tu vas en trouver sur des drones de ça. Tu vas en trouver partout, sur des usages. Il y en a qui font leur médiathèque avec ça. Il y en a qui vont faire des drones avec ça. Enfin, on fait tout, quoi. On fait de l'art avec ça. C'est vrai qu'on peut juste rappeler que Raspberry, c'est une petite carte, un mini ordinateur. Et très clairement, aujourd'hui, il a été conçu pour faire de l'expérimentation, pour un petit peu tous les bidouilleurs, mais vous faites tout avec. On fait tout. Vous faites un serveur domotique pour diffuser, pour gérer votre maison. Vous faites un lieu de streaming. Vous pilotez une imprimante 3D avec. C'est ça. Et c'est le même bestiau. Le même bestiau parce qu'il est super composable. Et cette composabilité, elle va renforcer la qualité. Parce qu'on travaille sur des modèles qui sont complètement éprouvés, qui sont sûrs, qui vont être idéalement très disponibles sur le marché. On va renforcer la sécurité. Et puis, évidemment, on va réduire le coût du changement, parce qu'on n'est pas sur du spécifique. Donc, on peut avoir des unités de production qui peuvent être plus petites, plus modulaires et plus projectables. Et là, ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on va être capable de produire plus près du champ de bataille. Ouais. Et ça, c'est quelque chose on commence à parler, en fait. Pourquoi ? Parce qu'on veut des cycles de fabrication. En fait, en agilité, on parle de cycle time, c'est le temps de fabrication, qui soit le plus faible possible. Et l'impression 3D permet beaucoup de choses par rapport à ça. Alors, tu parles de champ de bataille. On a aussi des exemples un peu dans l'industrie plus, que ce soit spatiale avec SpaceX ou dans l'e-commerce avec Amazon, où la composabilité a été un des facteurs forts du développement de ces industries-là, des choix stratégiques forts. Ouais, moi c'est mon premier contact avec la composabilité. En fait, c'est un article d'un ingénieur, je me souviens plus, qu'on le mette dans les notes, d'un ingénieur de Google qui était un ancien ingénieur d'Amazon. Et en fait, il expliquait en quoi Amazon était à cette époque-là infiniment supérieur à Google, de son point de vue. Et il expliquait les 5 règles en fait, qu'avait édictées Jeff Bezos à toutes ses équipes au début d'Amazon. Et ces 5 règles, elles expliquent juste que chaque équipe doit fournir ses services sous forme d'API, mais quelle que soit la technologie, libre arbitre sur la technologie, aux autres équipes et éventuellement au monde extérieur. En clair, ce qu'il a mis dans ces 5 règles, c'est que chaque équipe devait fournir ses services et donc du coup devenait un élément composable de l'organisation qu'on allait pouvoir connecter à un autre élément qui est en Inde, un autre élément qui est au Nebraska, un autre élément. Et c'est ça qui a permis assez facilement et assez naturellement chez Amazon de construire Amazon Web Services. Parce que les services de mise à disposition de serveurs étaient aussi déjà automatisés. L'image qui me vient quand même, c'est l'image des Lego. Ouais. En tout cas, des Lego tels que j'ai connu. Pas du Lego Star Wars ou non. La brique du Lego, la brique, voilà, qui permet de faire un château fort, une trirème romaine. Ou la maison du shérif, quoi. Et la trirème romaine, ouais, génial. Ouais, flashback. Je crois qu'on l'a tous. Flashback. Et alors, de la trirème romaine, il y a aussi un autre moyen de déplacement, c'est la fusée, et la fusée de SpaceX. Ouais.
Ouais. Il y a plein de choses qui vont dans le sens de la composabilité dans ce qu'ils font. Mais il y a un indice, en fait, un index qui est intéressant, c'est l'index IDIO, ou Idiot Index. C'est quoi ce truc? C'est un truc qui est utilisé chez SpaceX, mais pas que chez SpaceX, hein, mais essentiellement chez SpaceX, où en fait, on va diviser le coût d'un produit fonctionnel. En agilité, on va parler d'un produit qui est done, qui est utilisable dans les conditions marché, en fait. Hein. Et on va le diviser par le coût de ses matières premières ou des composants qu'on a achetés à l'extérieur. Donc, clair, de ce qu'on a fait rentrer et puis de ce qu'on a réussi à produire avec. Et ce ratio-là, plus il est élevé, plus ça veut dire que notre conception et que notre processus de fabrication ont coûté cher. Donc, en fait, ça veut dire qu'on est très idiot. Et qu'au contraire, s'il est bas, c'est là, ça devient intéressant. Et c'est ça qu'on cherche. Hein. On veut un ratio entre le coût du produit fini divisé par ses composants qui soit très, très bas. Ça veut dire qu'on n'a pas fait de complexité inutile. Ça permet surtout d'un moyen efficace d'identifier la composabilité d'un produit ou son manque de compatibilité. Ouais. Et tu sais, tout à l'heure, tu me disais qu'on avait déjà eu des retours sur l'article d'Industriel. J'ai quelqu'un en tête qui va se reconnaître tout à l'heure, qui me demandait, ouais, mais François, est-ce qu'il y a des plages sur l'Idiot Index, des bons Idiot Index, des mauvais Idiot Index? Alors, il pourrait y en avoir, mais ça, c'est un sujet qui est un peu la même discussion qu'avec la vélocité, avec Scrum et en agilité. C'est que, mettons que, on va dire que tu achètes, tu as un produit qui te coûte X et que ses composants, ils coûtent la moitié. Donc voilà, tu as ton ratio. Mais peut-être que ces composants, en fait, tu les payes 3 fois le prix. Et donc, en fait, c'est ton service achat qui est mauvais. Et que du coup, là, tu as un Idiot Index qui donne l'impression que tout va bien, alors qu'en fait, non, ça va pas bien, c'est juste que tes achats sont mauvais. Donc, cet indice, c'est comme toujours. C'est-à-dire que quand une métrique devient un objectif, elle cesse d'être une métrique. C'est toujours important d'avoir plusieurs métriques et voir quel type de conversation, quel type d'image ça renvoie pour nous donner une idée de la réalité qui est la moins fausse possible. Ouais. Mais attention une métrique, une valeur, un objectif, c'est hyper dangereux. C'est la meilleure façon de tout fausser et de se raconter des conneries. En fait. Je crois que derrière, c'est quand même l'idée de l'empirisme aussi. Oui, c'est-à-dire que c'est ça. Concrètement, qu'est-ce qu'on mesure, pourquoi on le mesure et comment on le mesure. Ouais, c'est exactement ça. Je crois qu'on avait déjà parlé de ça, mais c'est aussi la question du point de vue. Le point de vue du directeur financier et jamais le point de vue du directeur des achats. Il faut discuter. Quels sont nos objectifs communs et comment on sait qu'on avance, en fait. Comment on dépasse nos silos. Parce que sinon, si on reste dans nos silos, ça donne pas grand-chose, en fait. Exactement. Donc là, il y a un sujet. Ouais. Il y a un truc qui est marrant, je sais pas si tu voulais qu'on l'adresse ou pas, mais il y a une société, en fait, je sais pas comment ça se prononce, c'est Firehawk, qui fabrique des fusées aux US. Et eux, ils ont amené la composabilité à un endroit qui est juste extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le carburant qui est composable. C'est-à-dire qu'ils sont débrouillés pour fabriquer c'est un carburant qui est solide. Pour que ce carburant, il soit fabricable avec des éléments chimiques qu'on trouve à peu près partout. Ça veut dire qu'en cas de problème, on est capable de les faire venir sans difficulté. C'est pas des trucs rares. Et on a des imprimantes 3D qui impriment le carburant. Et ça aussi, ça permet quoi? Ça va permettre au plus près de là où c'est intéressant, d'imprimer notre carburant, éventuellement au dernier moment, mais surtout de manière avec une localisation qui est très stratégique. J'ai bien entendu qu'il y a je redis la phrase. Il y a des entreprises qui impriment du carburant avec des imprimantes 3D. Ouais. Du carburant solide. Ouais, c'est ouf. On vous mettra aussi la référence en commentaire. Ouais, on mettra les en lien, voilà. Moi, sur cette question de la composabilité, j'ai envie de faire une petite pause dans le podcast et de vous proposer de réfléchir, vous qui nous écoutez, à votre organisation, dans votre entreprise, dans votre organisation, dans votre structure, quels composants ou processus pourraient bénéficier de la composabilité ? Quel impact aurait finalement l'augmentation du ratio d'éléments open source ou standard sur la qualité de la maintenabilité, par exemple, ou de la fréquence de livraison, ou du coût de maintenance de vos produits? Vous pouvez presque arrêter le podcast et vous poser 2 minutes sur une feuille pour essayer de répondre à ces questions. Parce que il me semble que c'est assez intéressant de commencer à réfléchir effectivement sur la question de l'impact. Voilà, vous avez pris 2 minutes pour réfléchir sur la question de la composabilité dans votre organisation.
c'est assez important et c'est quelque chose en tout cas qu'on veut adresser avec Moondrop. C'est aussi vous laisser le temps de vous approprier les concepts, de gratter 2-3 trucs sur une feuille de papier ou un téléphone en fonction de la manière dont vous travaillez, mais de réfléchir avec nous. Voilà. Ouais, parce que si je peux dire un truc, c'est en fait tous nos environnements, il y a des choses qu'ils ont en commun et puis il y a des choses qui sont profondément singuliers et des choses qui sont vraies quelque part et qui ne sont pas vraies ailleurs. Et c'est important d'adresser cette complexité et puis de se rappeler que chaque personne qui nous écoute, elle a un pouvoir dans son organisation, elle a un pouvoir pour changer les choses. Il est peut-être pas monstrueux, mais il y a au moins une partie des choses sur lesquelles on a autorité. Et qu'est-ce qu'on peut faire demain matin? C'est quoi la petite chose qu'on peut faire qui enclenche un changement? Et qui a de l'impact. Ouais, c'est ça. Eh bien voilà, et maintenant on va revenir plus focus en tout cas sur notre sujet. Et moi ce que je voudrais qu'on attaque maintenant, c'est la question des interfaces stables. Alors, moi je vais être très cash, c'est quoi une interface stable dans ta définition, François? Une interface stable, c'est quelle que soit la technologie qu'on va utiliser, parce que ça s'applique à toute technologie, ça va être un contrat entre deux produits, deux composants, deux modules, qui va faire que chaque composant, chaque produit, enfin bref, de chaque côté de l'interface, on ait la liberté d'évoluer à son rythme et aussi rapidement qu'on veut, sans perturber le produit avec lequel on est interconnecté. Et donc, avoir réfléchi et posé ce contrat, alors ça peut être une interface mécanique avec des capacités de pression, de résistance à des températures, ça peut être une capacité de flux de transmission de données, ça peut être des API informatiques, ça peut être une interface chimique, enfin, ça peut prendre plein de formes. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment qu'on ait ce contrat-là et que cette interface, elle soit aussi... Alors, le terme, il est un peu... Faudrait qu'on en trouve un meilleur, mais genre future-proof, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, qu'elle soit prête pour l'avenir. C'est-à-dire qu'on la veut qu'elle soit surdimensionnée pour pas qu'elle devienne un goulot d'étranglement. Pour que pour des années, on soit tranquille et que les produits, les composants, les modules qui sont de chaque côté de l'interface puissent dialoguer et évoluer à leur propre vitesse sans s'attendre. Parce que le problème dans nos organisations qu'on avait dans l'informatique, qui est en train d'un petit peu de se résoudre en informatique, ça dépend des boîtes, mais qu'on a de manière massive dans l'industrie, c'est que tout le monde s'attend. Et c'est ce qui fait que les produits coûtent une fortune et qu'on a du mal à sortir à court terme. On croit que c'est impossible. En fait, non, c'est pas du tout impossible. C'est juste qu'on a besoin de découpler. Et pour découpler, il faut des interfaces. Et que ces interfaces, elles soient extraordinairement claires, qu'elles soient stables et qu'elles soient prêtes pour le futur. Ouais. Ça te parle un peu ? Ça me parle, ouais. Et d'autant plus que ce qui est étonnant, c'est que moi, ça heurte vraiment une croyance, notamment sur des questions techniques, en disant que tu peux pas être souple, tu peux pas modifier l'un sans toucher à l'autre. Et je crois que tu citais comme exemple Volvo, qui est un exemple qui va à contrario justement de cette croyance-là. Ouais, en fait, de la même façon, pour permettre en fait à différents modules de la voiture de pouvoir évoluer à leur vitesse, en fait, ils ont construit des interfaces stables. Donc on va pas entrer dans les détails, mais on a mis les éléments en source, mais qui donnent cette liberté-là, en fait, et qui rendent possible de l'innovation. Ça renforce la sécurité, ça renforce la qualité. Parce que le problème de quand on fait du sur-mesure partout, c'est qu'à un moment, quand ça marche pas quelque part, on sait pas d'où ça vient. Parce que les systèmes deviennent tellement complexes qu'on n'arrive plus en fait ni à les maintenir à bas coût, ni à les produire facilement, ni à innover, parce que vu qu'on s'attend tous, que dès que tu touches quelque chose quelque part, ça pète de l'autre côté, tu veux plus jouer à ce jeu-là en fait. On a besoin d'interfaces qui soient extraordinairement claires, extraordinairement stables, et qui nous enferment pas, c'est-à-dire qu'en fait elles soient surdimensionnées pour être prêtes pour le futur. C'est ce qu'a fait Volvo et ce que plein d'industriels sont en train de mettre en place aujourd'hui. Volvo, mais même si tu prends d'autres secteurs comme l'aéronautique, par exemple, t'as, je crois, l'exemple de Lockheed. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais... Ouais. Alors en plus, c'est vieux, en fait. C'est vraiment... ça a des dizaines et des dizaines d'années. C'était pour un premier prototype de chasseur furtif. Et donc, en fait, les équipes avaient un budget et elles se sont dit, comment on va faire tout ça ? En fait, elles ont récupéré des composants. C'est-à-dire qu'en clair, pour l'ordinateur de bord, ils ont pris un ordinateur de bord d'un F-16. Pour la propulsion, ils ont pris la propulsion d'un F-5.
Pour le système de navigation, c'est un système de B52 qu'ils ont récupéré. Et les équipes, en fait, ont hacké les interfaces de ces éléments-là pour construire ces interfaces stables. Et là, on voit aussi qu'il y a comme une composabilité en fait, de fait aussi qui se construit ici. Et ce qui est marrant, c'est que le coût de ce prototype, il a été plus bas qu'annoncé. Ce qui arrive jamais. Non, ça, en termes de projet, c'est a miracle. Ouais, c'est exactement ça. Et derrière, ça a permis, en fait, le lancement, on va pas rentrer dans les détails, mais de gamme d'avions furtifs et tout ça. Ça, c'est un exemple, en fait. Et moi, il y a un exemple que j'aime beaucoup. C'est le Cybertruck de Tesla. Il a une architecture électrique 48 volts. Parce qu'en fait, ce qu'on sait peu, c'est que dans une voiture, quand on commence à un peu la désosser, il y a des nappes et des nappes et des nappes et des nappes de fils électriques et de connecteurs très, très, très différents. C'est un peu la jungle, quoi. Et le problème de ça, c'est que c'est extraordinairement complexe à concevoir, c'est complexe à maintenir, c'est pas forcément efficace. Et donc, en fait, ce qu'a fait Tesla, c'est qu'ils ont dit, nous, on met une architecture 48 volts, série, adossée à 1 gigabit Internet. Donc, en fait, on a de la puissance, on a de la donnée. Et toute la voiture va fonctionner avec ça. Que ce soit la climatisation, les vitres électriques, tout ce que vous voulez, tout va fonctionner avec ça. Et du coup, en fait, le niveau de câblage de la voiture, en fait, ça devient une blague, en fait. Et donc, on réduit les pannes. En plus, le format qu'ils ont créé pour cette interface fait que les robots peuvent très facilement les mettre dans les voitures. Donc, en plus, on réduit les coûts de fabrication, on réduit les coûts de maintenance. Donc là encore, c'est un exemple d'interface stable et que derrière, tous les composants répondent à cette norme et que du coup, ils peuvent évoluer à leur vitesse. Ils font ce qu'ils veulent tant qu'ils répondent à cette norme. Ils peuvent communiquer avec la voiture et tout va bien. Ouais, ça, c'est un exemple qui est assez parlant. Et je reviens un petit peu sur ce qu'on disait un petit peu avant ce chapitre, mais je repose la question aux éditeurs et auditrices. Dans votre domaine à vous, là, vous qui êtes en train de nous écouter, quels sont les composants du système qui bénéficieraient le plus d'interfaces stables chez vous ? Quels sont les modules que vous aimeriez mettre en compétition entre eux ? Essayez de prendre 2-3 minutes, de réfléchir à la question, de vous dire, OK, dans mon job, comment je peux mettre en place, ou au moins et d'essayer de réfléchir au concept d'interface stable dans votre quotidien et dans votre métier aujourd'hui. Ouais, et puis pendant que vous réfléchissez sur la compétition, ça c'est hyper important, c'est que les interfaces stables, elles permettent d'accélérer, de renforcer la compétition. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'interface est stable, on va pouvoir dire, OK, telle équipe ou telle boîte, qui a le meilleur produit qui répond à mes besoins et qui va dans mon interface. Et comme ça, on n'est pas dans la dette technique, on n'est pas marié à vie pendant 3000 ans avec un sous-traitant parce qu'on ne comprend pas ce qu'ils ont fait. Et donc ça aussi, quel produit j'aimerais mettre en compétition ? Il y a un enjeu aussi stratégique de développer des interfaces stables. Et là, il y a peut-être aussi un sujet à adresser, si vous avez envie. Oui, et parce qu'en synthèse, les interfaces stables, elles réduisent le coût du changement et apportent de la liberté aux équipes. Ouais. C'est paradoxalement une contrainte de base, de normes, mais qui va réduire finalement, apporter de la liberté aux équipes une fois qu'elle est en place. Ouais, c'est vraiment ça. Et c'est vrai que c'est un truc qu'on avait déjà dit, Thibaut, ensemble, c'est que en fait, dans l'agilité, et en particulier dans Scrum, c'est qu'on est une discipline, mais que la discipline, elle apporte énormément de liberté. Et là, on a sur ces approches qu'on a, notamment avec les interfaces stables, c'est pareil, c'est une discipline qu'on met en œuvre, mais qui va générer énormément de liberté. Mais c'est aussi, oui, la conscience, en tout cas, qu'on a... c'est parce qu'il y a un cadre, c'est le cadre qui apporte de la liberté. On évolue au sein du cadre ou en dehors du cadre, mais on a ce cadre qui fait une sorte de référentiel. On arrive maintenant à une autre question qui est hyper importante, qui est une question de souveraineté. Souveraineté sur la chaîne de valeur. Alors moi, j'aimerais que tu nous dises un petit peu quelle est l'importance de cette souveraineté sur la chaîne de valeur et comment tu la définis. Ouais, c'est un sujet qui est un peu plus, qui est plus culturel et qui est un peu plus difficile à attraper. J'espère qu'on ne sera pas trop maladroit. En fait, l'idée, c'est que sur notre chaîne de valeur, donc en clair, ce qui nous permet de fabriquer et d'avoir de l'impact sur le marché qu'on vise auprès de types d'utilisateurs, de clients qu'on souhaite aider à gagner,
C'est tout ce qui va nous aider en fait à accélérer ce rythme d'innovation pour générer de l'impact. Par exemple, si j'ai rien contre la compta, hein, mais par exemple, c'est l'exemple. Si la comptabilité, c'est pas ça notre chaîne de valeur, c'est pas ce qui nous permet directement d'avoir de l'impact sur le marché, alors c'est peut-être un sujet qu'on pourrait sous-traiter. Au contraire, des sujets qui sont complexes, qui sont mouvants, comme des hautes technologies, au contraire, elles vont être au cœur de notre chaîne de valeur. Et ça, ces sujets-là, c'est hors de question qu'on les sous-traite. Parce que si on les sous-traite, à quoi on va faire face? Aux interdépendances. Leur agenda n'est pas notre agenda. Leurs priorités ne sont pas nos priorités. Et puis il y aura toujours le nous versus eux, les clans. Et ça, c'est pas génial pour collaborer. Un manque d'alignement, tout simplement. Ouais, merci. Ce qu'on aura aussi, c'est la dette technique. Parce qu'un sous-traitant, qu'est-ce qu'il vend à son client? Il lui vend de la dette technique. C'est là-dessus où il fait de la marge. C'est pas populaire de le dire, mais c'est comme ça que ça marche, en fait. Sauf à créer d'autres façons de faire qu'on verra un peu plus tard. Ça génère du manque d'innovation, évidemment, puisque vu qu'on passe notre temps à s'attendre, à se contrôler les uns les autres, l'innovation, elle est plutôt manquante. Et puis, des fréquences de livraison qui sont pas du tout satisfaisantes, en fait. On délivre pas vite. On a des problèmes de qualité, parce qu'on contrôle pas notre chaîne de valeur, donc forcément, il y a des trucs qui apparaissent qu'on n'avait pas imaginé. Puis, de manière générale, on a une perte de souveraineté sur les compétences. C'est d'ailleurs, en fait, on ne sait même plus faire, on ne sait même plus de quoi il retourne, tellement on l'a sous-traité. Donc ça, c'est un risque qu'on n'a pas forcément envie d'avoir dans un monde dont la technologie et les enjeux, les besoins sont en train de changer à une vitesse complètement folle, quoi. Ouais, c'est vraiment intéressant. Alors, on parle de sous-traitance, mais les industries, elles se sont quand même construites sur ce modèle-là. Alors même si on a des mouvements un petit peu d'internalisation et d'externalisation, un petit peu comme un balancier, mais elles sont quand même beaucoup sur de la sous-traitance. Disons que c'est un modèle qui a complètement explosé. Je pourrais pas te dire à partir de quand, mais je pense que années 80, 90, je pense c'était le modèle qu'il fallait faire, fallait tout sous-traiter. Et aujourd'hui, il faut revenir en marche arrière, mais faut aller vite, parce que sinon ça va être compliqué en fait. Après, tu sais, il y a des façons de travailler avec les sous-traitants. Moi, je l'ai fait et ça peut très, 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 très bien marcher. Mais ça demande un certain niveau de maturité, tant des équipes qui font la demande que des processus achats et juridiques dans l'organisation et aussi du sous-traitant. Il y a des façons de construire des contrats agiles qui vont réaligner, tu parlais de réalignement tout à l'heure, qui vont réaligner les intérêts. On gagne ensemble, on perd ensemble. Il y a des façons de faire. Alors les curseurs, ça va dépendre du métier, des enjeux, tout ça. Il y a des choses qu'on peut affiner. Mais aujourd'hui, on a cette matière-là, il y a plein de bouquins là-dessus, ça marche. Mais ça demande un certain niveau de maturité des acteurs. Et c'est pas forcément facile dans une organisation d'avoir et les achats, et le juridique, et les équipes demandeuses, et le sous-traitant visé, qui est ce niveau de maturité, et un niveau de maturité qui est à peu près équivalent. Ça, c'est pas toujours facile. C'est pour ça que on peut le faire, mais ouais. Ok, alors décidons de réinternaliser, mais est-ce que quand on réinternalise, est-ce qu'il n'y a pas un risque, un petit peu, je dirais, le mot est en jugement, de sclérose en interne? Parce que finalement, on s'aperçoit qu'on réinternalise quelque chose qui n'est pas forcément dans la chaîne de valeur ou qui va tourner plan-plan. Ouais, c'est marrant parce que là, c'est un retour qu'on a eu aujourd'hui, en fait, dans les retours à la publication. Et c'est vrai que ça peut être un risque dans certaines industries où, typiquement, on peut un peu faire dodo, en fait. Et que du coup, se dire, vu que tout est en interne et qu'en interne, il ne se passe pas grand-chose. Surtout dans l'industrie de la défense, où par exemple, l'accès à Internet est très, très, très compliqué. Et ça a des effets qui sont assez terribles. C'est que du coup, c'est aussi la culture de l'innovation qui ne rentre pas forcément toujours. Et ça peut être un frein à certaines innovations très locales. Ça peut être un risque, en fait. Ça peut être un risque. Et c'est pourquoi il n'y a jamais de méthode parfaite, il n'y a jamais de copier-coller à faire dans un environnement complexe. C'est toujours une histoire de singularité d'environnement. Et c'est vrai que si on est face à ce risque, comment on va pouvoir le contrebalancer pour ne pas tomber dans ce biais-là, bien sûr. Alors, sur justement cette question on a parlé des risques avec la réinternalisation, mais nous, on est optimistes ici chez Moondrop, donc on va parler de gains. Ce gain sur la souveraineté, je crois qu'il est, ou sur la chaîne de valeur en tout cas, il est appelé full stack.
Qu'est-ce qu'on entend par là un petit peu? En fait, c'est juste un terme qu'il y a aux USA, en fait, full stack startup, qui vient, qui vient juste nommer ce qu'on est en train d'expliciter, c'est-à-dire de reprise de la souveraineté sur la chaîne de valeur et faire de la chaîne de valeur un avantage compétitif. En clair, on sous-traite. Et ça, c'est un pattern qu'on a énormément dans la Silicon Valley, par exemple. On sous-traite ce qui est hautement contrôlable et sans grand impact. Je prenais la caricature de la comptabilité, j'ai rien contre la comptabilité, mais dans le cas qu'on avait tout à l'heure, voilà. Donc ça, on va la sous-traiter peut-être. Ou tout ce qui va être back-office, par exemple, on va le sous-traiter. Par contre, tout ce qui va être front, qui va être proche du chiffre d'affaires, qui va être proche de la satisfaction des clients, qui va être proche de répondre aux clients rapidement, ça, peut-être pas. Après, ça dépend des choix et de ce qu'on considère qu'il y a de la valeur par rapport à notre service ou à notre produit. Ouais, on reprend le contrôle sur ce qui est complexe, technologique, expérientiel. Ouais. Et clé pour l'atteinte de nos objectifs. Ouais, c'est ça. Et on lâche le reste. Ouais. Donc là, c'est vrai que c'est des enjeux, c'est des curseurs qui sont très stratégiques. Ouais. Ouais. Et je crois que les exemples, et on va revenir à la question de la défense, c'est ce que tu citais, c'est la chaîne de réception, en tout cas de la logistique ukrainienne, comment elle s'est mise en place pour assurer cette question-là, quoi. Ouais, en fait, ouais. Il y a plein de façons. Enfin, c'est des équipes des unités qui sont très décentralisées et elles ont par exemple des applications qui leur permettent de commander ce qui est disponible et de le recevoir en quelques jours. Je trouve ça juste magique. Je suis impressionné. Et puis aussi, de part et d'autre, donc côté envahisseur aussi, les deux camps font appel au grand du e-commerce, quoi. De Amazon à AliExpress, ils vont commander des pièces, quoi. Et c'est livré. Enfin, c'est quand même dingue, en fait, 2024, 2023. Je trouve ça complètement dingue. Et on voit, en fait, que là aussi, on a un sujet de chaîne de valeur. Avoir la pièce qu'il faut, le composant qu'il faut pour faire une modification au bon moment, c'est dans la chaîne de valeur. Donc, surtout pas empêcher les équipes de faire ce qu'elles ont à faire et d'innover localement. Ouais. Et pareil, lorsqu'Apple conçoit les machines de ses data centers ou ses processeurs ARM 64 bits ou ses Apple Store, elle contrôle sa chaîne de valeur parce que c'est là que c'est stratégique. Ouais, c'est ça. Et tu vois, dans l'exemple que tu as pris, ce qui est chouette, c'est qu'on voit qu'il y a une partie expérientielle. Tu vois, les Apple Store, c'est hautement stratégique pour Apple parce qu'ils prennent du feedback, ils voient ce qui marche pas, ce qui met du brillant dans les yeux des gens et ce qui, au contraire, est déceptif. Et ça, c'est un truc que tu veux pas t'en priver parce que quand tu connais pas ton marché, c'est hyper dangereux. Et en même temps, sur des trucs hardcore en termes de technologie, comme les processeurs. Nous, on y va, on invente nos processeurs et c'est parti. Ouais, on est vraiment sur tous les sujets et c'est ça qui est hyper intéressant, hein. Tu cites dans ton article Airbnb qui va jusqu'à gérer automatiquement la collecte et le versement à chaque ville de la taxe de séjour. C'est dingue, ça. Parce que pour eux, c'est une stratégie de maîtrise de la chaîne de valeur. Ah oui. J'imagine, notamment dans l'enjeu qui a d'être accueilli et on a vu intégré dans les villes. Ben ouais, c'est ça. C'est juste dingue parce que les villes elles savent qu'elles sont payées, donc exact. Ouais, t'as tout dit. Et puis toi, tu mets ton appart sur Airbnb, t'as pas envie de gérer ça, t'as pas envie d'aller faire un chèque tous les mois. Enfin, je sais pas comment ça marche. Airbnb te dit nous on le gère. Et là, t'as un avantage compétitif. T'es sur la chaîne de valeur. Et tu vois par exemple quand tu prends quand Decathlon ils n'arrêtent pas de faire des produits de fou. Ça, c'est là dans la chaîne de valeur de concevoir et distribuer eux-mêmes les produits. Parce que c'est là où on les reconnaît. Ils font des trucs pas chers, hyper innovants, ultra adaptés. Ouais. Ça, c'est encore un exemple. On aurait des centaines d'exemples sur le sujet. Je pense que vous pourrez aussi les retrouver dans l'article. Ouais. Voilà. Et puis, on peut aussi, un dernier, il y a ce mouvement qui a déjà des années aujourd'hui, mais qui est assez impressionnant, d'impression en 3D de bateaux, quoi. Le truc qu'on a, les chiffres publics qui ont été communiqués il y a quelques années, c'est qu'en fait, on pouvait construire en fait par exemple un bateau de transport de troupes ou des choses comme ça, ou un drone, un drone naval, en moins de 3 jours. Enfin, c'est complètement dingue, je trouve. Et ça, c'est aussi donc dans le militaire. Mais c'est aussi dans le particulier, dans la plaisance. Aujourd'hui, en fait, on a des constructeurs de plaisance en fait, qui impriment en 3D les bateaux. C'est juste complètement dingue. Et même pour les Jeux Olympiques, apparemment, tu as un accord, un appel d'offres qui a été fait
par, je crois que c'est les voies navigables de France, où on va avoir des espèces de bateaux qui vont se positionner comme ça et qui sont aussi imprimés en 3D. Ouais. On va terminer ce chapitre sur la chaîne de valeur par une question, parce qu'aujourd'hui on a décidé de vous poser des questions, mais en tout cas plutôt une remarque, plutôt qu'une question d'ailleurs, ou en tout cas un appel à la réflexion, à l'échange, de vous dire finalement, chez vous, là, dans vos organisations, c'est quoi les éléments clés de votre chaîne de valeur qui gagneraient à être internalisés? Et cette internalisation, quel impact elle aurait pour vous aider à reprendre en main des objectifs business? Ouais, et puis c'est bien de se donner aussi un temps pour être dans le dur, à 1 an, à 5 ans, à 10 ans. Si on fait ça, où est-ce qu'on pense qu'on devrait être? Ouais. Alors, voilà, c'est le moment où on va conclure cet épisode très riche. Toujours difficile de conclure des épisodes aussi riches et on a envie toujours un petit peu, nous, de vous emmener un petit peu comme un envoi vers quelque chose. Alors, moi, si j'ai envie de poser une question à François, finalement, il faut périr ou embrasser le changement, c'est un petit peu ça? Il faut périr, bien sûr. Non, au secours. Ouais, en fait, on n'a pas trop le choix. Là, le côté très positif de ça, c'est que les opportunités, elles sont incroyables et en plus, elles émergent. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de choses qui vont arriver dans 6 mois, dans 12 mois, dans 18 mois, qu'on a juste même pas idée de ce que c'est. Et notamment du point de vue de l'intelligence artificielle et de ses impacts et tout ça, ça va être juste dingue. Alors, ce qu'on a vu, les 3 pistes, hein. Donc composabilité, interface stable et puis survitaminée. Et puis la dernière qui est la reprise en souveraineté de la chaîne de valeur. Ces 3 pistes, en fait, elles donnent à l'industrie, et en particulier à l'industrie de la défense, une supériorité technologique, mais aussi la capacité à produire massivement. Et ça c'est important. On a besoin des 2, en fait. Parce que si on n'arrive pas à produire, on est un peu comme des cons. Et ce que 2023 nous a montré, et notamment avec la multiplication, mais complètement sans limite des références de drones, on a une hybridation sur hybridation sur hybridation sur hybridation, que un phénomène qu'on avait avec l'émergence de l'Internet est en train d'émerger aussi, ou en tout cas plus visiblement, dans l'industrie de la défense, c'est le phénomène de la longue traîne. Et ça c'est pas quelque chose qu'il faut ne pas prendre au sérieux. Et puis, une tendance de fond que, perso, moi, je vois pas mal en Ukraine et qui me frappe, c'est peut-être présent ailleurs, je sais pas du tout, c'est la participation des individus, des civils, des associations au financement et à la conception participative des produits. Et si on associe ça au phénomène de la longue traîne et qu'on s'inspire de ce qui s'est passé depuis l'émergence de l'Internet dans énormément de secteurs, là, il y a peut-être un effet de levier à jouer qui est gigantesque. En réutilisant évidemment la composabilité, les interfaces stables, maîtriser la chaîne de valeur, de laisser de la place à cette co-conception, ça peut être un avantage stratégique pour justement être capable d'adapter sur le terrain au dernier moment, quoi. Donc ça, il y a peut-être aussi un gros truc à jouer, ça peut être une tendance de demain. Ouais, d'autant plus que nous vivons une accélération exponentielle des changements technologiques et sociétaux. Et si on résume un petit peu, seul le rythme d'innovation fait aujourd'hui qu'une organisation, un État, survit à long terme. Et pour assurer ce rythme d'innovation, je crois que c'est aussi le cœur des équipes qu'il faut emporter dans ce tourbillon. Ouais. Parce que le changement, c'est d'abord aussi les humains qui le pratiquent. Ouais. Et là, en fait, on a abordé l'aspect technologique, mais on n'a pas abordé l'aspect collaboration, l'aspect humain. Peut-être qu'on le fera dans un autre podcast. En tout cas, si vous voulez adresser ce sujet dans l'article, il est vraiment adressé avec 3 autres pistes pour justement une évolution culturelle qui permette d'absorber et d'utiliser toutes ces possibilités technologiques. On va juste vous remercier de nous avoir écoutés jusqu'ici. Ouais. Et puis, comme d'habitude, les liens sont en commentaire. Et on vous dit à très vite pour un nouvel épisode. Ouais, puis histoire de déconclure et reconclure. Pareil, si vous avez des sujets, des remarques, des choses qu'on aurait vraiment zappées et qu'il faut nous dire absolument, n'hésitez surtout pas. En fait, on est plus qu'imparfait. On est là pour apprendre comme vous et on a envie d'avoir ces discussions-là avec vous. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Voilà. À très vite. Merci.